Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette nuit sur le plateau de voyage. Au bout de la nuit, on est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture sur D8. Bienvenue à tous ceux parmi vous qui avaient décidé de nous rejoindre. Ce soir, on poursuit ensemble une œuvre de Jules Verne qui s'intitule La ville flottante, qui a été écrite d'ailleurs au XIXe siècle, qui raconte l'histoire du quotidien de passagers à bord d'un paquebot de luxe qui se prénomme le Great Eastern, enfin, qui est baptisé plutôt le Great Eastern. Voilà, donc là on est encore au début de l'histoire. Tout commence à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. Et donc le paquebot ira jusqu'à New York. Et vous verrez qu'il se passera toutes sortes de choses assez énigmatiques et insolites à bord, mais aussi surprenantes et rigolotes. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous propose de rester avec nous et de continuer ensemble cette lecture. Très bon voyage à toutes et à tous. Le lendemain, 27 mars, le Great Eastern prolongeait par tribord la côte accidentée de l'Irlande. J'avais choisi ma cabine à l'avant, sur le premier rang en abord. C'était une petite chambre, bien éclairée, par deux larges hublots. Une seconde rangée de cabines la séparait du premier salon de l'avant, de telle sorte que ni le bruit des conversations, ni le fracas des pianos, qui ne manquaient pas à bord, n'y pouvaient parvenir. C'était une cabane isolée, à l'extrémité d'un faubourg. Un canapé, une couchette, une toilette, la meubler suffisamment. À 7 heures du matin, après avoir traversé les deux premières salles, j'arrivai sur le pont. Quelques passagers arpentaient déjà les roufles. Un roulis presque insensible balançait légèrement le steamer. Le vent, cependant, soufflait en grande brise. Mais la mer couverte par la côte ne pouvait se faire. Néanmoins, j'augurais bien de l'indifférence du Great Eastern. Arrivé sur la dunette de la smoking room, j'aperçus cette longue étendue de côte, élégamment profilée, à laquelle son éternelle verdure a valu d'être nommée Côte d'Émeraude. Quelques maisons solitaires, le lacet d'une route de douanier, un panache de vapeur blanche marquant le passage d'un train entre deux collines, un sémaphore isolé faisant des gestes grimaçants au navire du large, l'animaient çà et là. Entre la côte et nous, la mer présentait une nuance d'un vert sale, comme une plaque irrégulièrement tachée de sulfate de cuivre. Le vent tendait encore à fraîchir, quelques embruns volaient comme une poussière. De nombreux bâtiments, briques ou goélettes, cherchaient à s'élever de la terre. Des steamers passaient en crachant leur fumée noire. Le Great Eastern, bien qu'il ne fût pas encore animé d'une grande vitesse, les distançait sans peine. Bientôt, nous eûmes connaissance de Queenstown, petit port de relâche devant lequel manœuvrait une flottille de pêcheurs. C'est là que tout navire, venant de l'Amérique ou des mers du Sud, bateau à vapeur ou bateau à voile, transatlantique ou bâtiment de commerce, jette en passant ses sacs à des pêches. Un express toujours en pression les emporte à Dublin en quelques heures. Là, un paquebot toujours fumant, un steamer pur sang tout en machine, vrai fuseau à roues qui passe au travers des lames, bateau de course autrement utile que gladiateur au fil de l'air. Cela prend ses lettres et traversant le détroit avec une vitesse de 18 000 à l'heure. Il les dépose à Liverpool. Les dépêches ainsi entraînées gagnent un jour sur les plus rapides transatlantiques. Vers 9 heures, le Great Eastern remonta d'un quart dans l'ouest-nord-ouest. Je venais de descendre sur le pont lorsque je fus rejoint par le capitaine McElwyn. Un de ses amis l'accompagnait, un homme de 6 pieds à barbe blonde, dont les longs moustaches perdues au milieu des favoris laissaient le menton à découvert suivant la mode du jour. Ce grand garçon présentait le type de l'officier anglais. Il avait la tête haute, mais sans raideur, le regard assuré, les épaules dégagées, aisance et liberté dans sa marche. En un mot, tous les symptômes de ce courage si rare qu'on peut appeler le courage sans colère, je ne me trompais pas sur sa profession. Mon ami Archibald de Corsican, me dit Fabian,
comme moi capitaine au 22e régiment de l'armée des Indes. Ainsi présenté, le capitaine Corsican et moi nous saluâmes. C'est à peine si nous nous sommes vus hier, mon cher Fabian, dis-je au capitaine McElwin, dont je serrai la main. Nous étions dans le coup de feu du départ. J'avoue que si je suis pour quelque chose dans la décision que vous avez prise, sans doute, mon cher camarade, me répondit Fabian. Le capitaine Corsican et moi, nous arrivions à Liverpool, avec l'intention de prendre passage à bord du China, de la ligne Cunard, quand nous apprîmes que le Great Eastern allait tenter une nouvelle traversée entre l'Angleterre et l'Amérique. C'était une occasion. J'appris que vous étiez à bord, et c'était un plaisir. Nous ne nous étions pas revus depuis 3 ans. Depuis notre beau voyage dans les États scandinaves. Je n'hésitais pas. Et voilà pourquoi le tender nous a déposés hier en votre présence. Mon cher Fabien, répondis-je, je crois que ni le capitaine Corsican, ni vous ne regretterez votre décision. Une traversée de l'Atlantique sur ce grand bateau ne peut manquer d'être fort intéressante, même pour vous, si peu marin que vous soyez. Il faut avoir vu cela. Mais parlons de vous, votre dernière lettre. Elle n'a pas 6 semaines de date. Portez le timbre de Bombay et j'avais le droit de vous croire encore à votre régiment. Nous y étions il y a 3 semaines, répondit Fabian. Nous y menions cette existence moitié militaire, moitié campagnarde des officiers indiens, pendant laquelle on fait plus de chasse que de razzia. Je vous présente même le capitaine Archibald comme un grand destructeur de tigres. C'est la terreur des jungles. Cependant, bien que nous soyons garçons et sans famille, l'envie nous a pris de laisser un peu de repos à ces pauvres carnassiers de la péninsule et de venir respirer quelques molécules de l'air européen. Notre vieille Angleterre, répondit en souriant le capitaine Corsican. Nous n'y sommes déjà plus, Fabien. C'est un navire anglais qui nous emporte, mais il est affrété par une compagnie française. Il nous conduit en Amérique. 3 pavillons différents flottent sur notre tête et prouvent que nous foulons du pied un sol franco-anglo-américain. Qu'importe, répondit Fabian, dont le front se rida un instant sous une impression douloureuse. Qu'importe. Pourvu que notre congé se passe. Il nous faut du mouvement. C'est la vie. Il est si bon d'oublier le passé, de tuer le présent par le renouvellement des choses autour de soi. Dans quelques jours, nous serons à New York, où j'embrasserai ma sœur et mes enfants, dont je n'ai pas vu depuis plusieurs années. Puis nous visiterons les grands lacs. Nous redescendrons le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Nous ferons une battue sur l'Amazone. De l'Amérique, nous sauterons en Afrique, où les lions et les éléphants se sont donné rendez-vous au Cap pour fêter l'arrivée du capitaine Corsican. Et de là, nous reviendrons imposer aux cipayes les volontés de la métropole. Fabien parlait avec une volubilité nerveuse. Sa poitrine se gonflait de soupirs. Il avait évidemment, dans sa vie, un malheur que j'ignorais encore, et que ses lettres même ne m'avaient pas laissé pressentir. Archibald, Corsican me parut être au courant de cette situation. Il montrait une très vive amitié pour Fabian, plus jeune que lui de quelques années. Il semblait être le frère aîné de McElwin, ce grand capitaine anglais dont le dévouement à l'occasion pouvait être porté jusqu'à l'héroïsme. En ce moment, notre conversation fut interrompue. La trompette retentit à bord. C'était un steward joufflu qui annonçait 1/4 d'heure d'avance. Le lunch de 12h30, pile. 4 fois par jour, à la grande satisfaction des passagers, ce roc corné résonnait ainsi. À 8h30 pour le déjeuner, à 12h30 pour le lunch, à 4h pour le thé et à 7h30 pour le dîner. En peu d'instants, les longs boulevards furent déserts. Et bientôt, tous les convives étaient attablés dans les vastes salons où je parvins à me placer près de Fabian et du capitaine Corsican. 4 rangs de tables meublées ces salles à manger.
Au-dessus, les verres et les bouteilles disposés sur leurs planchettes de roulis gardaient une immobilité et une perpendicularité parfaites. Le steamship ne ressentait aucunement les ondulations de la houle. Les convives, hommes et femmes ou enfants, pouvaient luncher sans crainte. Les plats finement préparés circulaient. De nombreux stewards s'empressaient à servir. À la demande de chacun, mentionné sur une petite carte ad hoc, ils fournissaient les vins, les liqueurs ou else, qui faisaient l'objet d'un compte à part. Entre tous, les Californiens se distinguaient par leur aptitude à boire du champagne. Il y avait là, près de son mari, ancien douanier, une blanchisseuse enrichie dans les lavages de San Francisco qui buvait du Clicquot à $3 la bouteille. 2 ou 3 jeunes misses, frêles et pâles, dévoraient des tranches de bœuf saignant. De longues mistresses à défense d'ivoire vidaient dans leurs petits verres le contenu d'un œuf à la coque. D'autres dégustaient avec une évidente satisfaction les tartes à la rhubarbe ou les céleris du dessert. Chacun fonctionnait avec entrain. On se serait cru dans un restaurant des boulevards en plein Paris, non en plein océan. Le lunch terminé, les roufles se peuplèrent de nouveau. Les gens se saluaient au passage ou s'abordaient comme des promeneurs de Hyde Park. Les enfants jouaient, couraient, lançaient leurs ballons, poussaient leurs cerceaux, ainsi qu'ils l'eussent fait sur le sable des Tuileries. La plupart des hommes fumaient en se promenant. Les dames assises sur des pliants travaillaient, lisaient ou cousaient ensemble. Les gouvernantes et les bonnes surveillaient les bébés. Quelques gros Américains pensus se balançaient sur leurs chaises à bascule. Les officiers du bord allaient et venaient, les uns faisant leur quart sur les passerelles et surveillant le compas, les autres répondant aux questions souvent ridicules des passagers. On étendait aussi, à travers les accalmies de la brise, les sons d'un orgue placé dans le grand roufle de l'arrière. Et les accords de 2 ou 3 pianos de Pleyel qui se faisaient une déplorable concurrence dans les salons inférieurs. Vers 3 heures, de bruyants hurrahs éclatèrent. Les passagers envahirent les dunettes. Le Great Eastern rangeait à 2 encablures un paquebot qu'il avait regagné main sur main. C'était le Propontis, faisant route sur New York, qui salua le géant des mers en passant, et le géant des mers lui rendit son salut. À 4h30, la Terre était toujours en vue et il nous restait 3000 sur tribord. On la voyait à peine à travers les embruns d'un grain qui s'était subitement déclaré. Bientôt, un feu apparut. C'était le phare de Fastnet, placé sur un roc isolé, et la nuit ne tarda pas à se faire, pendant laquelle nous devions doubler le cap Clear, dernière pointe avancée de la côte d'Irlande. J'ai dit que la longueur du Great Eastern dépassait 2 hectomètres. Pour les esprits friands de comparaison, je dirais qu'il est d'un tiers plus long que le pont des Arts. Il n'aurait donc pu évoluer dans la Seine. D'ailleurs, vu son tirant d'eau, il n'y flotterait pas plus que ne flotte le pont des Arts. En réalité, le steamship mesure 207,50 mètres à la ligne de flottaison entre ses perpendiculaires. Il a 210,25 mètres sur le pont supérieur, de tête en tête, c'est-à-dire que sa longueur est double de celle des plus grands paquebots transatlantiques. Sa largeur est de 25,30 mètres à 100 mètres couple, de 36,65 mètres en dehors des tambours. La coque du Great Eastern est à l'épreuve des plus formidables coups de mer. Elle est double, se compose d'une agrégation de cellules disposées entre bord et serre, qui ont 86 cm de hauteur. De plus, 13 compartiments, séparés par des cloisons étanches, accroissent sa sécurité au point de vue de la voie d'eau et de l'incendie. 10 000 tonneaux de fer ont été employés à la construction de cette coque, et 3 millions de rivets rabattus à chaud assurent le parfait assemblage des plaques de son bordé.
Le Great Eastern déplace 28 500 tonneaux quand il tire 30 pieds d'eau. Léger, il ne cale que 6,10 mètres. Il peut transporter 10 000 passagers. Des 373 chefs-lieux d'arrondissement de la France, 274 sont moins peuplés que ne le serait cette sous-préfecture flottante, avec son maximum de passagers. Les lignes du Great Eastern sont très allongées. Son étrave droite est percée d'écubiers par lesquels filent les chaînes des ancres. Son avant, très pincé, ne présentant ni creux ni bosse, est fort réussi. Son arrière rond tombe un peu et dépare l'ensemble. De son pont s'élèvent 6 mâts et 5 cheminées. Les 3 premiers mâts sur l'avant sont le fort Bigger et le fort Mast, tous deux mâts de misaine. Le main-mast ou grand mât, comme on l'appelle, les 3 derniers sur l'arrière sont appelés after mainmast, mizzenmast ou after gigger. Le foremast et le mainmast portent des goélettes, des huniers et des perroquets. Les 4 autres mâts ne sont gréés que des voiles en pointe. Le tout formant 5400 mètres carrés de surface de voilure, en bonne étoile de la fabrique royale d'Édimbourg. Sur les vastes hunes du second et du troisième mât, une compagnie de soldats pourrait manœuvrer à l'aise. De ces 6 mâts maintenus par des haubans et des galobans métalliques, le second, le troisième et le quatrième sont faits de tôle boulonnée, véritable chef-d'œuvre de chaudronnerie. À l'étambré, il mesure 1,10 m de diamètre et le plus grand, le mainmast, s'élève à une hauteur de 207 pieds français qui est supérieure à celle des tours de Notre-Dame. Quant aux cheminées, 2 en avant, des tambours desservent la machine à aube, 3 en arrière desservent la machine à hélice. Ce sont d'énormes cylindres hauts de 30,50 mètres, maintenus par des chaînes frappées sur les roufles. À l'intérieur du Great Eastern, l'aménagement de la vaste coque a été judicieusement compris. L'avant renferme les buanderies à vapeur et le poste de l'équipage, puis viennent ensuite un salon de dames et un grand salon décoré de lustres, de lampes à roulis, de peintures recouvertes de glace. Ces magnifiques pièces reçoivent le jour à travers des claires-voies latérales, supportées sur d'élégantes colonnettes dorées, et elles communiquent avec le pont supérieur. D'abord sont disposés 4 rangs de cabines que sépare un couloir, les unes communiquant par un palier, les autres placées à l'étage inférieur, auquel donne accès un escalier spécial. Sur l'arrière, les 3 vastes dining rooms présentaient la même disposition pour les cabines. Des salons de l'avant à ceux de l'arrière ont passé en suivant une coursive d'allées qui contourne la machine des roues entre ses parois de tôle et les offices du bord. Les machines du Great Eastern sont justement considérées comme des chefs-d'œuvre. J'allais dire des chefs-d'œuvre d'horlogerie. Rien de plus étonnant que de voir ces énormes rouages fonctionner avec la précision et la douceur d'une montre. La puissance nominale de la machine à aube est de 1000 chevaux. Cette machine se compose de 4 cylindres oscillant d'un diamètre de 2,26 m. Accouplés par paire et développant 4,27 m de course au moyen de leurs pistons directement articulés sur les bielles. La pression moyenne est de 20 livres par pouce, environ 1,76 kg par centimètre carré, soit une atmosphère de tiers. Cette engine paddle marche avec un calme majestueux. Son excentrique, entraîné par l'arbre de couche, semble s'enlever comme un ballon dans l'air. Il peut donner 12 tours de roue par minute, contraste singulièrement avec la machine de l'hélice, plus rapide, plus rageuse, qui s'emporte sous la poussée de ses 1600 chevaux vapeur. Cette engine screw compte 4 cylindres fixes disposés horizontalement. Ils se font tête 2 par 2. Leurs pistons dans la course de 1,24 m agissent directement sur l'arbre de l'hélice.
Sous la pression produite par ces 6 chaudières, dont la surface de chauffe est de 1175 mètres carrés, l'hélice pesant 60 tonneaux peut donner jusqu'à 48 révolutions par minute. Mais alors, haletante, pressée, éperdue, cette machine vertigineuse s'emporte et ses longs cylindres semblent s'attaquer, à coups de piston comme d'énormes ragots à coups de défense. Indépendamment de ces 2 appareils, le Great Eastern possède encore 6 autres machines auxiliaires pour l'alimentation, les mises en train et les cabestans. La vapeur, on le voit, joue à bord un rôle important dans toutes les manœuvres. Tel est ce steamship sans pareil et reconnaissable entre tous. Ce qui n'empêche pas un capitaine français de porter un jour cette mention naïve sur son livre de bord, rencontrer navire à Cima et 5 cheminées, supposées Great Eastern. La nuit du mercredi au jeudi fut assez mauvaise. Mon cadre s'agita extraordinairement et je dus m'accoter des genoux et des coudes contre sa planche de roulis. Sacs et valises allaient et venaient dans ma cabine. Un tumulte insolite emplissait le salon voisin, au milieu duquel 2 ou 300 colis, provisoirement déposés, roulaient d'un bord à l'autre, heurtant avec fracas les bancs et les tables. Ce sera la fin pour cet épisode, mais je vous retrouve prochainement pour un ultime et dernier chapitre de cette œuvre de Jules Verne qui s'appelle une ville flottante. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, également sur le site de la chaîne. Portez-vous bien, très bonne nuit à toutes et à tous et une très bonne journée également pour ceux parmi vous qui se lèvent. À bientôt sur D8.